collaboration de cabinet Lawal. J'ai l'honneur de présenter Nassim Khachoui qui va faire différentes analyses sur la loi des finances 2025. Et en plus de vous donner la bienvenue, j'aimerais aussi remercier la présence du conseiller du bureau économique et commercial de l'ambassade d'Espagne à Casablanca, M. Javier Sanz, et je passe la parole avant de commencer la conférence. Merci, monsieur le conseiller. Merci à la Chambre pour l'invitation. Je pense que c'est une initiative très intéressante de connaître la loi des finances de 2025 du Maroc. Et j'espère qu'on peut connaître mieux ce qu'il y a et quelles sont les possibilités dans le cadre de cette loi de finances, bien sûr, pour améliorer, pour approfondir la relation qui est déjà excellente entre le Maroc et l'Espagne et les deux communautés d'entrepreneurs des deux côtés. Donc, merci beaucoup et bonne journée à tous. Et avant de passer la parole à la conférence, j'aimerais vous annoncer qu'il y aura, on est en train de préparer aussi avec le cabinet Lawal un séminaire sur la charte d'investissement, que je pense que ça peut aider bien les entreprises marocaines comme les entreprises espagnoles. Alors, monsieur Rémi. Merci Fernando, merci Javier. Merci à tous. Bienvenue. Je voudrais commencer cette conférence d'abord en vous félicitant tous, parce que vous êtes tous réveillés tôt le matin et vous êtes venus jusqu'ici, vous avez bravé tous les obstacles de la circulation de Casablanca, boulevard de la Résistance, pour écouter de la fiscalité pendant 3 heures. Alors pour ça, franchement, bravo. Alors mon engagement aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vous ne regrettiez pas que vous êtes réveillés ce matin pour écouter autant de fiscalité. On va essayer de faire en sorte que ce soit intéressant pour tout le monde. On a un public varié aujourd'hui. J'ai eu la chance un peu déjà de commencer à faire connaissance avec certaines personnes. On a des directions en général, on a des directions financières, on a des entrepreneurs, on a des cadres, donc des gens qui connaissent très bien la fiscalité, comme des gens qui la subissent. Et donc, on ne parle pas forcément de la même manière à tout le monde de ces sujets. Avant de me lever et de démarrer tout ça, je vais commencer rapidement par me présenter le cabinet, comme ça vous situez un petit peu les choses. Donc pour ma part, Nassim Khachoui, de formation je suis avocat, ce qui est un peu rare dans ce domaine-là. J'ai passé 12 ans de ma carrière en cabinet international, principalement chez Ernst & Young, dans les domaines fiscaux, et avec mes 2 associés, nous avons fondé Lawal en 2022. Donc avec les associés, nous sommes tous issus de cabinets internationaux et avons fondé ce cabinet avec l'idée de fournir des services au moins aux standards internationaux, mais avec un esprit jeune, local, et à la fois avec une connaissance locale importante, et en même temps un langage qui peut être parlé à l'international. Donc, pour ma part, je gère surtout les aspects fiscaux et sociaux, mais on est un cabinet de conseil juridique et fiscal multidisciplinaire qui reprend également tous les aspects partenariat, corporate M&A, propriété intellectuelle, etc. La raison pour laquelle le prochain séminaire sera beaucoup moins, alors il y aura toujours de la fiscalité, mais plus généraliste sur l'investissement, sur la charte d'investissement. On vous fait un petit teaser, puisqu'on ramènera également avec vous, on aura la chance d'avoir la participation de membres du Centre régional d'investissement, voire également de la MDIE, et on essaiera de faire quelque chose un peu porté sur l'investissement.
Aujourd'hui, ce séminaire, cette présentation, essaie de le faire tenir en 2 heures, 2 heures et demie maximum. D'accord. Essayez de vous libérer au plus tard vers 15. D'accord. En faisant une pause au milieu, aux alentours de 11 heures. Mais si je vois que vous commencez à vous endormir, je vous libère. Alors, je dirais que je ne sais pas si vous avez l'habitude d'assister à des présentations sur la loi de finances au Maroc, mais en général, les présentations de loi de finances, c'est toujours le même plan. C'est mesures relatives à l'IS, mesures relatives à l'IR, mesures relatives à la TVA, droit d'enregistrement, mesures communes. On ne va pas faire ça. Je vous le dis tout de suite. Si vous veniez pour ça, c'est pas ce qu'on va faire. Si vous vouliez ça, il suffit d'ouvrir la note de présentation qui a été faite par l'administration fiscale au mois de janvier. Elle est très bien, elle est très synthétique, elle est technique, il y a tout ce qu'il faut pour savoir ce qu'il y a dans cette loi de finances. On va essayer d'aller aujourd'hui un petit peu plus loin et avec une présentation plus thématique des nouvelles dispositions, parfois critiques. D'accord. Et donc je vais avoir besoin de vous pour faire de cette présentation une présentation vivante sur cette loi de finances. Alors, on va démarrer par une espèce de petit jeu. Quand je vous dis loi de finances 2025, on est au Maroc, loi de finances 2025, quels sont pour vous les domaines sur lesquels le gouvernement marocain va essayer de jouer? Dans quel secteur, dans quel domaine, dans quel pan de la société on va essayer d'aller jouer pour réformer la fiscalité? Pardon? Les délais de paiement. Délais de paiement, ok. Les droits de douane. Les droits de douane. La loi de finances 2025, elle a été faite en 2024, elle n'est pas encore c'est la chambre de commerce espagnole, le Maroc, l'Espagne, si j'ajoute le Portugal, qu'est-ce qui se passe? La Coupe du Monde 2030. Donc quand même, ça y est, on est dedans, c'est dans 5 ans. Donc on va déjà commencer à jouer sur ce sujet-là. Premier symbole, un ballon de foot. Et vous allez voir que il y a pas mal de dispositions dans cette nouvelle loi de finances qui sont là pour déjà prévoir, déjà ouvrir la voie pour cette Coupe du Monde. Donc il y a en premier lieu, on va dire, quand on lit la loi de finances, en termes de volume, de nombre de pages de la loi de finances, il y a un bon pourcentage qui correspond à la représentation de la FIFA au Maroc. Et le nombre de dispositions qui ont été nécessaires pour exonérer totalement la FIFA de tous les impôts, ça a été un travail juridique très important. On ne va pas rentrer dans le détail sur ça aujourd'hui, évidemment, mais ça montre l'importance du foot dans la fiscalité aujourd'hui. C'est quelque chose de vraiment très très nouveau. On n'a jamais eu ça par le passé. Mais au-delà, il y a un ensemble de mécanismes pour encourager l'investissement. On va les regarder plus en détail, parce que je pense que ça va intéresser une bonne partie d'entre eux. Autre volet de fiscalité, autre levier de fiscalité. La loi de finances a été élaborée en 2024. Il y a eu quand même une période 2020-2022 qui a été très dure pour tout le monde. Donc si je veux jouer sur la fiscalité, sur quoi je vais essayer de jouer? Oui. L'impôt sur le revenu, voilà, c'est réponse technique. Le symbole qui parle à tout le monde, un portefeuille, une carte de crédit, le pouvoir d'achat. Le deuxième point très important, on va essayer de jouer sur le pouvoir d'achat du Marocain, et on peut le faire avec la fiscalité.
via l'impôt sur le revenu principalement. Cette loi de finances, c'est une loi de finances qui va mettre en place une réforme de l'impôt sur le revenu. En tout cas, c'est une loi de finances qui se dit être une réforme de l'impôt sur le revenu. On verra quel est l'impact. Okay. Et troisième symbole, on est dans l'ère du digital. Il faut s'adapter, la fiscalité doit s'adapter. Il y a des textes qui sont très anciens. Vous savez, le plus souvent, et c'est tout à fait normal, le législateur est très souvent très en retard par rapport à l'évolution technologique. Et c'est normal, parce qu'un texte de loi ne peut pas être rédigé aussi rapidement qu'une évolution technologique. Le temps qu'une loi se rédige, parfois on est déjà passé à la technologie suivante. C'est très compliqué. Dans cette loi de finances, c'est probablement la loi de finances dans laquelle il y a eu le plus de dispositions pour s'adapter à l'ère du numérique. La dernière ayant été probablement aux alentours de 2017 quand on a imposé la déclaration électronique. Donc on va rentrer dans le détail aussi. Alors, autre élément contextuel qui est très important aujourd'hui, le Maroc est dans une période de réforme fiscale globale. Il y a eu une loi 4 qui a été mise en place avec une réforme à mettre en place sur 5 années. On est à la 4e année. Ce qui veut dire qu'on est censé aujourd'hui déjà avoir quasiment terminé avec la loi de finances 2025 la réforme fiscale de la loi 4. Donc je vous propose un petit exercice, on va voir si on a atteint presque ou pas les objectifs de la loi 4. Alors, la loi cadre sur la réforme fiscale comprend 5 principaux volets. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on ne mettrait pas tout dans une slide. Les 5 principaux volets: réforme de l'IS, de l'IR et de la TVA, et ensuite des réformes liées à la procédure fiscale et des réformes sectorielles. D'accord ? Alors, la réforme de la TVA, quand on lit les présentations des lois de finances, c'était l'année dernière. D'ailleurs, quand on lit même la note circulaire qui a été publiée, on nous dit l'année dernière c'était la réforme de la TVA. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des directeurs financiers, vous sentez que la TVA a fondamentalement changé au Maroc? Non. Progressif. Progressif? C'est-à-dire? C'est-à-dire que le changement d'un taux, par exemple, de 10 Oui. à 20, c'est... Il y a eu effectivement sur des changements de taux sur certains. Un des objectifs principaux sur la TVA, c'était la généralisation du remboursement des crédits de TVA. Est-ce qu'il y a des exportateurs parmi nous qui ont vu une accélération des remboursements de TVA? Je vois des sourires. En tant que praticien, moi, j'ai pas vu quelque chose de significatif. Alors, si on compare à il y a 10 ans, oui, il y a eu une amélioration. Si on compare à il y a 4 ans, voilà. Donc, il y a encore, je pense, du travail. En tout cas, la loi n'a pas changé sur les remboursements. Juste un petit rappel, les crédits de TVA, les remboursements de crédits TVA, selon la loi, doivent être liquidés en 3 mois. Je pense que le plus grand changement, c'est la récupération de 75% à la source. Voilà, les 75% à la source. Voilà. Petit sondage, est-ce que quelqu'un a déjà récupéré un crédit de TVA en 3 mois? Levez la main, ceux qui l'ont déjà. Donc je pense qu'au-delà, effectivement, il y a la réforme, la loi, il y a encore un travail sur le plan pratique, et on doit tous faire un effort aussi pour se rendre compte de ce qui a amélioré, d'échanger quand on peut avec l'administration pour remonter ces points. Donc sur la TVA, sur l'IS, convergence vers un taux unifié, là on ne peut rien dire, on y est. On y va très bien. Les situations, lutter contre les situations de monopole ou d'oligopole, c'est rédigé
comme ça, au final, la loi n'est pas allée attaquer des secteurs monopoliciens, on les connaît, c'est un peu sensible. Donc on est allé attaquer des sociétés qui font plus de 100 millions de dirhams de résultats, avec un taux punitif, 35%. La baisse des taux de la cotisation minimale, on y est également, la cotisation minimale n'est plus vraiment un problème. 0,2%, c'est quasiment plus rien. L'incitation pour les startups, on n'a pas vu encore. On travaille, en tout cas dans notre cabinet, je suis sûr qu'on n'est pas les seuls, beaucoup sur des startups, sur des levées de fonds. Ça bouge énormément au Maroc. Et une des opérations, typiquement, on est sur des opérations internationales aujourd'hui, les startups marocaines cherchent des fonds à l'international. Et pour trouver des fonds à l'international, on doit aller sur le marché. Aujourd'hui au Maroc, avec le contrôle d'échange, on ne peut pas aller sur le marché pour lever des fonds à l'international. Donc les startups marocaines doivent remonter leur participation vers des pays plus attractifs, plus habitués, on va dire, à la levée de fonds. Et ça, fiscalement, c'est très lourd. Quand un entrepreneur a mis en place une start-up avec un capital de 10 000 dirhams, qu'ils ont développé quelque chose de nouveau, d'innovant, et qui sont capables de lever, j'ai vu, 10 millions de dirhams pour 10% de la société au bout de 2 ans, ben ça veut dire que la société, en gros, 10 fois plus 100 millions de dirhams, 100 millions moins 10 000 fois 20% de plus-value, vous imaginez bien qu'un entrepreneur ne peut pas. Donc, comment cet entrepreneur va aller chercher des financements à l'international s'il doit payer 20 millions de dirhams d'impôts juste pour aller chercher ces fonds internationaux? C'est juste impossible. Donc, on n'y est pas encore sur les startups. Régime intragroupe, la loi de finances 2025 est venue préciser le régime intragroupe, des opérations à l'intérieur d'un groupe. Vous verrez qu'en fait, cette loi de finances est venue tuer le régime intragroupe au Maroc. Et c'est important, hein, ce type de séminaire, pour qu'on se rende compte de certaines choses, parce que parfois, certains textes ne viennent pas volontairement tuer des régimes favorables. Ils veulent le préciser, mais en le précisant, peut-être par manque de pratique, on arrive à des régimes qui ne marchent plus. Et donc c'est important qu'on le sache et que derrière, il y ait, via les organismes de lobbying, de négociation, etc., avec l'administration, qu'on puisse ajuster le coche. Et donc l'IR, c'est la loi de finances 2025, la baisse principalement, c'est surtout ça, la baisse de l'IR. Et on va jouer à prendre la calculatrice et on va voir exactement quel est l'impact de cette baisse de l'IR. Sur la procédure, on est censé avoir une réforme sur les conventions internationales, l'application des conventions internationales, la conformité, la bonne gouvernance. J'imagine qu'il y a des sociétés espagnoles ici, qu'il y a des services rendus par des sociétés espagnoles à leurs sociétés marocaines. Et quand la société marocaine paye, qu'est-ce qui se passe? Retenue à la source. La plupart du temps, cette retenue à la source, elle n'est pas censée s'appliquer du fait de la convention qui existe. Qui ne paye pas la retenue à la source? Je ne sais pas, je ne suis pas un inspecteur fiscal. Tout le monde paye la retenue à la source. Dans le cas d'expérience, 50% des cas, la retenue à la source n'est pas conventionnelle. Résultat, dans le pays récipiendaire, l'Espagne par exemple dans ce cas, l'administration espagnole va refuser le crédit d'impôt en disant bah, cette retenue à la source elle a été prélevée indûment en violation de la Convention internationale. Venez expliquer aujourd'hui à l'administration fiscale qu'on n'a pas payé la retenue à la source, vous allez vous prendre tout de suite une taxation d'office. Et pourquoi le Maroc laisse passer cette chose-là? Alors, il y a beaucoup de raisons. La retenue à la source, c'est aujourd'hui le Maroc ne veut pas trop laisser tomber cette retenue à la source pour plusieurs raisons. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la position du Maroc, elle est officielle sur ça.
dans le modèle de convention OCDE, l'interprétation de la disposition sur les redevances, qui est celle qui est censée éviter la retenue à la source sur les services, le Maroc a posé des réserves. Donc, toute l'interprétation qui consiste à dire qu'un service, une prestation de service ne peut pas être considérée comme une redevance, le Maroc a officiellement posé des réserves sur ce sujet et se laisse le droit de l'interpréter différemment. D'accord ? Donc c'est pas une position non plus cachée, etc. C'est quand même clair, celui qui lit le modèle de convention, les interprétations, il y a écrit le Maroc, il n'y a pas beaucoup de pays, mais le Maroc fait partie des pays qui ont émis leurs réserves à ce sujet. Deuxième point, si je mets en place une retenue à la source sur les services de sources étrangères, d'abord, ça me permet d'éviter des abus en termes de remontée de devises, d'accord, parce qu'on utilise, les groupes utilisent très souvent les management fees pour remonter du cash de leur filiale pendant l'exercice et non pas après le dividende, sachant que le dividende, parfois on peut faire du cash dans la société, mais on n'a pas de dividende parce qu'il y a des provisions, parce qu'il y a de l'amortissement, etc. Donc le management fee est très utile pour remonter du cash, mais la réalité des opérations, elle n'est pas toujours là. Donc c'est un peu punitif aussi. Je vais réfléchir à la fois parce qu'il y a cette retenue à la source. Troisième chose, c'est pour aussi éviter ce qu'on appelle les établissements stables. Il y a toute une notion en fiscalité internationale qui est que quand une société étrangère a un établissement dans un pays et qu'elle réalise ses activités via cet établissement, et cet établissement n'est pas enregistré sur le plan fiscal, normalement le pays a le droit de taxer cet établissement comme si c'était une société locale. C'est ce qu'on appelle l'établissement stable. C'est très difficile à identifier, très compliqué. Comment on va, si je ne suis pas enregistré, si je ne suis pas identifié, je peux avoir une société espagnole qui vient, ou étrangère, peu importe, hein, on est à la Camara, donc je prends l'exemple espagnol, qui vient, qui loue un local, qui met du monde ici, mais tout sous le nom d'une société étrangère, je ne paye pas d'impôts. Comment je vais vérifier qu'elle doit payer ses impôts et comment je vais appréhender quel est ce revenu, puisque tout est déclaré à l'étranger. Alors ce que je vais faire, quand il y a des flux qui vont monter, je prends 10%, au moins je prends 10%. Et ensuite, en faisant ça, c'est déjà mieux que perdre 20% sur un revenu que je ne sais pas appréhender. Déclarer suffisamment de revenus pour justifier les dépenses, soit on ne les a pas déclarés, parce que ça ne devait pas être déclaré, typiquement des dons des parents ou un héritage très ancien, mais si on n'a pas tout ça, il faut payer. Ça veut dire qu'il y a eu un revenu qui n'a pas été déclaré. Et sur ça, ils ont pris 5%. Par contre, sur ces personnes-là, qui représentent une part assez importante des 127 milliards, ceux-là, ils sont identifiés, puisqu'ils ont été examinés. Donc, effectivement, le cash à la banque, ceux qui sont venus avec du cash à la banque, il y a une anonymité de face. Quand il n'y a que la banque, c'est anonyme. Par contre, quand il y a eu un examen de la situation du contribuable, là, il y a une trace. Et j'ai vu à peu près ce qui a été fait. Ils sont allés taper vraiment dans les gros revenus. Ils ont bien ciblé. Et honnêtement, quand on voit les personnes qui ont été ciblées, ça a été bien fait. C'est-à-dire que le système d'administration, pourtant, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, il y a une façon très simple, c'est de croiser les bases de la conservation foncière avec les bases de l'administration fiscale. Une personne qui déclare 500 000 dirhams par an de revenus, qui a 3 villas et 10 hectares de terrain agricole, c'est un problème. Donc, des hectares qui lui font rentrer l'argent. Pardon ? C'est des hectares agricoles qui lui font rentrer l'argent. Excusez-moi. Puisque le taux d'IR a baissé et le budget 2025, il y a plus de rentrées en impôts sur le revenu. Tout à fait. Est-ce que ce ne serait pas parce qu'il y aurait moins de chômage? Inch'Allah. L'objectif, c'est l'élargissement de la base, toujours.
c'est de dire... En fait, c'est plus de contrôle. C'est plus de contrôle. En faisant plus de contrôle, on encourage ceux qui ne sont même pas contrôlés à commencer à déclarer. C'est ce qui s'est passé avec la déclaration spontanée. Ils en ont tapé peut-être 200, 300, mais ça a encouragé peut-être beaucoup plus derrière à aller à la banque pour déclarer, parce qu'ils se sont dit qu'ils vont faire une meilleure affaire. Alors, la façon dont on va procéder, c'est qu'on démarre avec les mesures phares, d'accord? C'est vraiment celle s'il faut retenir quelque chose de cette loi de finances ou de cette présentation de loi de finances, c'est ces mesures-là, d'accord? Quand on dit loi de finances 2025, c'est ces mesures-là. C'est l'IR, donc la baisse du taux de l'IR. 2, c'est dans la même, on pourrait peut-être dire plutôt 5, parce que ces deux-là, c'est à peu près la même chose, c'est juste que ça, c'est pas exact, enfin, tout n'est pas dans l'IR de la personne qui déclare. C'est l'augmentation de la réduction pour charges de famille, des bons de nourriture, etc. Donc, de la même manière, ça permet de baisser l'IR qu'on va payer à la fin de l'année, notamment pour les salariés. La baisse, enfin, pas la baisse, mais la baisse de la retenue à la source sur les dividendes, elle était déjà actée par la loi de finances 2023, mais on a simplifié cette baisse de retenue à la source sur les dividendes. Sachez que quand même, d'ici 2027, on aura une retenue à la source sur dividendes de 10%. Quand on compare les systèmes fiscaux internationaux au Maroc, mais 10%, c'est comme si on ne payait pas d'impôt sur les dividendes. Faut être conscient de ça. Dans les pays d'Europe, c'est du 40%, voire plus. En France, l'imposition sur les dividendes, elle est telle qu'on ne va juste pas se verser de dividendes. Dites-vous que typiquement en France, le dividende, il est soumis aux cotisations sociales. On va considérer qu'un entrepreneur, quand il se verse du dividende, c'est une autre façon de se verser du salaire. Donc il va payer les cotisations sociales. Vous savez bien, cotisations sociales là-bas, c'est énorme. C'est pas plafonné comme la CNSS. Donc au moins 40%, et la France, c'est un exemple parmi nous. Donc quand on paye 10% sur les dividendes, si vous parlez à une personne physique européenne, il rigole. Quand on entend il rigole, mais il est content. Parce que quand il vient s'installer au Maroc et qu'il paye 10%, il veut investir au Maroc. Et ça, c'est l'idée. C'est l'idée ici, c'est d'attirer le capital, notamment le capital étranger, en mettant en place une retenue à la source faible sur les dividendes. C'était 15%. Déjà, c'était assez faible. On va aller sur du 10% et on a simplifié la baisse progressive vers les 10% dans cette loi de finances. L'augmentation du plafond de déduction à l'IS des voitures. Comme ça, on ne dirait pas quelque chose de très important, mais en fait, c'est presque dans le même esprit que la baisse de l'IR, parce que historiquement, on pouvait déduire le leasing ou l'amortissement sur une voiture jusqu'à 300 000 dirhams. À l'époque, 300 000 dirhams pour une voiture, c'était une belle voiture. Maintenant, voilà, c'est comme 60 000 dirhams par an. Donc maintenant, c'est de 300 000, on passe à 400 000. On passe à 80 000 dirhams par an. Voilà, on passe à 80 000 dirhams par an, mais on va voir que l'administration sur le leasing a changé son interprétation et a permis, vous allez voir quand même, c'est très significatif, a permis une déduction, enfin, une baisse de la réintégration à faire dans le cadre du leasing. Ensuite, l'abattement de 70% sur la plus-value nette réalisée à l'occasion de la cession des éléments d'actifs immobilisés. C'est très technique dit comme ça, mais l'idée c'est d'encourager les sociétés à réinvestir, c'est-à-dire à céder les immobilisations, en tirer une plus-value qu'on va très peu taxer, à condition de réinvestir sur des nouveaux biens d'équipement, d'investissement, etc. C'était censé être une mesure temporaire, liée au Covid, etc. Ben là, c'est en train de devenir une mesure mondiale 2030
d'accord, pour inciter les entreprises à investir. Cette mesure a été prolongée jusqu'à 2030. Et la révision du régime des transferts d'immobilisation intra-groupe, c'est ce que je disais, le régime intra-groupe. On était là normalement pour améliorer ce régime, l'étendre, et en fait il est en train de mourir. Donc on va en parler. Alors le barème de l'IR, je pense que ça, vous l'avez tous vu, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Le plus important, c'est que le taux marginal qui était à 38 passe à 37. Voilà. On voulait peut-être un peu plus, hein, on voulait tous un peu plus que ça, parce que le taux marginal, c'est quand même à partir de 180 000 dirhams par an. C'est pas beaucoup. Donc, je pense que dans cette salle, j'espère, hein, plus ou moins, on est tous au moins 30%. Donc, on est tout de suite sur les taux les plus élevés. Attention pour peut-être pour les RH qui seraient dans la salle, c'est les revenus acquis à compter du 1er janvier 2025. Une prime de 2024, annoncée en 2024, acquise en 2024, payée en 2025, c'est 38%, pas 37%. Une prime payée en 2025, au titre de l'exercice 2024, mais pas acquise en 2024, c'est-à-dire prime de performance liée à l'exercice 2024 qui clôturait au 31/12. La clôture, en réalité, elle se fait au cours du mois de mars, et donc je paye en juin cette prime 37%. Il y a quand même une petite différence entre les deux, mais il faut faire attention, parce que c'est l'employeur qui est responsable, donc c'est la société qui va retenir à la source le bon taux. Il faut bien faire attention pour ces primes-là, acquises en 2024 ou acquises en 2025. La plupart des mesures de la loi de finances 2025, en dehors de ces mesures phares, sont des mesures dans l'immobilier. Après, il y a d'autres secteurs qui sont touchés, mais honnêtement, c'est très faible par rapport à ce qui a été fait sur l'immobilier. Je vous propose de faire une petite pause maintenant. Ça fait 1h10, déjà on est là-dessus. Je vous remercie. On se prend 10-15 minutes, on sait de revenir entre 11h et 11h05 pour reprendre et attaquer la dernière heure. Donc là, sur les mesures sectorielles, à chaque fois, on va démarrer avec une slide comme ça qui va présenter. Oui, j'entends pas. Ah oui. C'est mieux? Ouais. Donc on va démarrer à chaque fois avec une slide comme ça, où est-ce qu'on va donner de façon un peu plus exhaustive toutes les mesures. À chaque fois, ce que je vais présenter, c'est uniquement les mesures en noir. Parce qu'encore une fois, si on devait présenter toutes les mesures, on serait encore là à la fin de la journée, et je vous aurais déjà perdu toute votre attention. Donc à chaque fois, on va se concentrer sur vraiment les mesures les plus impactantes, les plus importantes, et aussi celles qui présentent un intérêt, ne serait-ce en termes de débat, de politique. Alors, donc on a ces quatre mesures qu'on va présenter. La première, elle va avoir probablement un impact sur quasi tout le monde. C'est cette retenue à la source libératoire sur les loyers pour le cas des professionnels qui louent leurs locaux auprès de personnes physiques. C'est quand même très commun, il y a beaucoup de personnes physiques qui détiennent de l'immobilier en propre, et notamment des plateaux bureaux, et vont louer à des sociétés. Donc, de leur point de vue, tous ces gens-là, ça les concerne. Toutes les sociétés qui louent des plateaux bureaux auprès de personnes physiques vont devoir, déjà aujourd'hui, retiennent à la source, mais pourront modifier, il y aura potentiellement une modification de ce régime-là qu'on va analyser.
Deuxièmement, exonération de TVA sur les biens d'équipement acquis par les OPCI ou les foncières dédiées à la construction de projets d'établissements d'enseignement. C'est très... Bon, vous allez voir, on va pouvoir regarder ce régime-là. C'est très intéressant pour l'enseignement, pour le secteur d'enseignement privé. Mais ça pose un certain nombre de questions. On va regarder. Les titres de société à prépondérance immobilière, ça c'est l'IR. On va en parler. C'est un régime de sursis qui est là pour encourager les personnes physiques à mettre des immeubles dans des sociétés plutôt qu'à les garder en tant que personnes physiques. Et donc l'idée c'est de leur permettre de mettre dans des espèces d'holding immobilières également des sociétés foncières immobilières, pas juste des immeubles. Voilà. Et puis le régime des droits d'enregistrement sur les baux d'une durée supérieure à 10 ans, ça va impacter des sociétés typiquement qui vont investir sur des terrains qui vont appartenir à l'État avec des baux, ce qu'on appelle des baux amphithéotiques. Donc c'est des baux à longue durée. Et donc il y a des droits d'enregistrement. Le mode de calcul de ces droits d'enregistrement change et donc c'est important de le connaître. Pour le reste, c'est des choses beaucoup plus spécifiques ou plus techniques. Les sujets d'expropriation, alors ça aussi, c'est très lié au contexte actuel avec la Coupe du Monde. Bien sûr, le TGV vers Agadir, les stades, etc., il y aura beaucoup d'expropriation. Et donc, il y a tout un régime qui a été mis en place pour l'imposition des plus-values qui vont être faites par ces personnes, qui vont être expropriées, qui vont être indemnisées, qui vont faire une plus-value du fait de cette indemnisation. Et ce qui est principalement prévu, c'est une retenue à la source. Puisque l'État va payer à ces personnes le montant de l'indemnisation, l'État peut tout simplement retenir à la source l'impôt. Mais le problème, en vrai, c'est pas forcément la retenue à la source, c'est récupérer l'argent de l'indemnité. Voilà. La taxe spéciale sur le ciment, c'est de la codification, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est une taxe qui existait déjà sur le ciment. C'est un montant c'est vraiment une taxe liée à la production, à la vente de ciment, l'importation. C'est assez spécifique, ça existait déjà, ça a été codifié dans le CGI. Alors, la retenue à la source libératoire sur les loyers. Alors, j'en profite pour faire le point sur un terme technique important en fiscalité. Libératoire. Quelle est la différence entre une retenue à la source libératoire et une retenue à la source non libératoire? C'est très très important parce que si dans la salle j'ai des personnes qui ont mis de l'argent dans des contrats d'assurance retraite et qui ont racheté ces contrats et qui ont payé 15% en croyant que c'était libératoire, c'est pas libératoire. Alors, c'est quoi la différence? Quand il y a une retenue à la source libératoire, ça veut dire qu'on paye cette retenue à la source, on paye cet impôt, on n'a plus rien d'autre à payer. Quand c'est une retenue à la source non libératoire, ça veut juste dire qu'on a fait une avance au trésor et qu'en fait derrière on doit faire une déclaration de revenus et qu'on va être imposé sur le revenu global et qu'en fait on va juste déduire cette retenue à la source qui a été faite pour et payer le complément s'il y a un complément. S'il n'y a pas de complément, potentiellement demander un remboursement du différentiel. C'est important d'avoir cette notion de retenue à la source libératoire. Alors, sur les loyers, dans la situation dont on a parlé, c'est-à-dire un professionnel, société ou personne physique professionnelle, qui va louer un local, un immeuble, des bureaux principalement à une personne physique. Historiquement, c'était quoi le régime avant, je pense, avant 2017 ou 2018? C'était le loyer, il n'y a pas de retenue à la source, le propriétaire est censé déclarer les loyers
et payer l'impôt au barème progressif après un abattement de 40%. Cet abattement de 40%, c'est quoi un abattement? C'est je prends la base imposable, je lui enlève 40%. L'idée, c'est de dire je supporte des frais liés à la location. Je ne vais pas commencer à tenir une comptabilité quand je suis personne physique et que je loue, c'est quand même trop contraignant. Donc, entre les deux, on va dire on enlève 40% et ça représente tous ces frais d'amortissement et les frais. Okay. Soyons honnêtes, la plupart ne déclarent pas. C'est ça qui se passait. Et donc, avec le développement des systèmes d'information, assez rapidement, l'administration s'est rendu compte qu'il y a un problème parce que la société qui loue, elle déduit le loyer et la personne qui reçoit ce loyer, elle n'impose pas. Donc, c'est double perte pour l'administration et l'information est devenue visible à partir du moment où les déclarations sont devenues électroniques et donc c'est devenu assez facile. Il suffit de prendre le compte loyer de toutes les sociétés et ça vous permet de comparer avec les déclarations de revenus fonciers des personnes physiques et l'écart était impressionnant. Donc, ce qui a été mis en place, c'est une retenue à la source au départ libératoire sur les loyers. Donc il y avait une retenue à la source, c'était 0 entre 0 et 30 000, 10% jusqu'à 120 000, 15% au-delà. Là, l'idée, c'était, on a vendu la chose en disant, on va encourager les gens à déclarer. Ça n'a pas trop mal marché, parce que finalement, 10-15% sur le loyer, c'est pas très important, et en se disant, ça me permet, puis il y avait eu aussi une autre déclaration de régularisation aussi spontanée en même temps, où il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais faire de la régule, je paye mes 5%, je commence à déclarer sur le passé, et à partir de maintenant, je paye 10 ou 15%, ça a entraîné une vague de déclaration. Au bout de 2 ans, la retenue à la source est devenue non libératoire, et on est revenu sur le régime précédent, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire la déclaration, et c'est abattement de 40%. Donc en fait, non seulement on revenait au régime d'avant, mais en plus on garde les obligations pour le locataire de faire la retenue à la source. D'accord? Donc double impact pour le contribuable. Je me refais imposer au barème progressif, et en plus, mon locataire doit faire la bonne retenue à la source. Ça a été très mal accueilli à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est de revenir un petit peu entre les deux, en disant 10%, 15%, le libératoire, ça fait quand même très faible sur des loyers. Et c'est vrai, si on est vraiment en benchmark international, 10-15%, c'est ridicule. Bien sûr, on ne compare pas avec les pays à fiscalité privilégiée. Du coup, la loi de finances 2025 a dit quoi? Elle dit on va instaurer une retenue à la source libératoire, pas de 10 ou 15, mais de 20% sur les loyers, mais on ne supprime pas le régime précédent, c'est-à-dire que le bailleur a le choix. Soit c'est retenu non libératoire de 10 ou 15% par le locataire, et ensuite je fais ma déclaration globale, abattement de 40%, barème progressif, sachant que c'est 37% maintenant le taux marginal, etc. Ça peut être plus intéressant que 20%. Parce que n'oubliez pas, 37%, 40%, enfin 60% de 37%, c'est quand même 23 à peu près %. Donc c'est en général un peu plus, mais c'est pas beaucoup plus. Il suffit d'avoir d'autres charges par ailleurs dans sa déclaration globale. Si je mets tout dans le même panier, peut-être qu'au final c'est plus intéressant de faire la déclaration. Donc on va laisser le choix au bailleur. Donc si vous louez vos locaux en tant que société à une personne physique, il faut entrer en contact avec votre bailleur pour savoir ce que vous allez devoir faire. Alors s'il ne vous dit rien, il faut continuer comme ce que vous faisiez avant. Par contre, il peut vous informer qu'il opte pour la retenue à la source libératoire, et à ce moment-là, dans le mois qui suit l'option, il faut commencer à revenir à la source les 20%.
D'accord? Ça, c'est important. Régime de sursis d'imposition. Donc le sursis, je vous en ai parlé, c'est un peu comme un travaux, hein, etc. L'idée, c'est que je constate la plus-value, mais je la paye que quand je fais sortir l'actif. Donc l'idée, c'est de dire pour encourager les personnes physiques à mettre des immeubles dans une société. Pourquoi l'administration, quel est l'intérêt de l'administration d'encourager ça? Après vous. D'encourager l'apport d'immeubles dans les sociétés plutôt que détention personnes physiques. C'est plus facile à contrôler. Tout simplement, c'est-à-dire je vais voir une personne physique, j'ai une gestion patrimoniale personnelle, je vais mettre déjà, va chercher tous les biens. Alors maintenant c'est plus facile avec la digitalisation, mais il y a toujours des choses qui passent entre les mailles du filet. Juste pour que vous le sachiez, les bases de la conservation foncière, elles sont en arabe. Les bases de la DGI, elles sont en français. Pour croiser les bases, c'est incroyablement difficile. Rien que pour une adresse, pour écrire une adresse en arabe, quand on va la retranscrire en français, il suffit qu'on écrive Zartoni avec A au lieu de E, et ça y est, c'est plus la même adresse, c'est plus le même, on retrouve plus le. Donc, beaucoup plus facile, si tous les biens sont dans une société elle a une obligation, elle a un identifiant fiscal, une personne physique n'a pas forcément un identifiant fiscal, elle a un identifiant fiscal que si elle décide de créer un identifiant fiscal pour faire une déclaration globale, la société, pour être créée, il lui faut un identifiant, elle n'est pas créée. Quand vous allez au registre du commerce, pour créer la société, il vous demande d'abord, la première étape, c'est d'aller aux impôts. Il y a un identifiant fiscal, il y a une obligation déclarative. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher des sociétés que d'aller chercher des personnes physiques. Donc, toujours quand il y a un régime de faveur quelque part, il faut toujours chercher pourquoi ils ont fait ça et quel est l'intérêt de l'administration. Il est là. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va étendre le régime. C'est vrai que c'est quand même injuste si j'avais déjà structuré des immeubles, détention d'immeubles via des sociétés, typiquement dans un esprit patrimonial de gestion d'héritage, par exemple. Donc j'ai 20% de la société familiale qui détient la maison, par exemple, ainsi que d'autres immeubles. Je peux mettre ces titres de société, la prépondérance immobilière, dans une société et bénéficier toujours de ce régime de sursis d'imposition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fiscalité marocaine, et dans d'autres pays aussi, la plupart des pays, c'est la même chose, on va assimiler une société dont l'actif est composé à plus de 50% d'immeubles non affectés à une exploitation commerciale, vous me suivez, on va la traiter comme si c'était un immeuble. La personne qui détient le titre de cette société, c'est comme ce que je vous disais sur l'OPCI, c'est quasiment comme s'il détenait directement sur le plan fiscal un immeuble. Donc il y a une logique de mettre ça en place. Et ensuite, sur les droits d'enregistrement, sur les baux d'une durée supérieure à 10 ans, donc avant, ce qui existait, c'était un droit d'enregistrement sur ce qu'on appelle des baux amphithéotiques. Les baux amphithéotiques, c'est un régime bien spécifique sur le plan juridique, qui va concerner principalement des baux conclus avec l'État pour des durées supérieures à 20 ans. D'accord ? Plus souvent, ça va même jusqu'à 99 ans. Donc c'est de la quasi-propriété, et comme il y a un droit d'enregistrement quand on acquiert un immeuble, donc qui est entre 4 et 6%, 4% pour les constructions, 5% pour les terrains, 6% pour les sociétés de préférence immobilière. Donc il n'y a pas de raison de faire une différence entre ces baux amphithéotiques et la propriété, puisque le bail amphithéotique, en même temps, c'est quasiment de la propriété. Donc on disait, on prend 6%. 6% sur le droit d'enregistrement sur les baux amphithéotiques, et la base, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas, c'est pas comme quand on achète avec un prix. On prend 20 ans de loyer, on considère que c'est comme un prix d'acquisition, et on applique 6%.
c'est pas toujours très juste, notamment lorsqu'on a des baux amphithéotiques ou pas, qui ont moins que 20 ans. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on a mis en place un régime sur les baux à longue durée, amphithéotiques ou pas. Donc à compter de 10 ans. Donc entre 10 et 20 ans, la base, c'est le nombre d'années de loyer dans le contrat. Bail de 15 ans, je prends 15 ans de loyer et je paye 6%. Si c'est plus de 20 ans, je m'arrête. Donc je ne vais pas désavantager ce qui était existant avant sur les baux amphithéotiques, on reste de moins sur la même chose. Mais on capte aussi ces baux qui ne sont pas amphithéotiques, mais entre 10 et 20 ans. Toujours, je donne un avantage, je récupère quelque chose. Voilà pour la partie immobilière. Deuxième partie, digital, nouvelle technologie. C'est la première fois, depuis que je fais des présentations thématiques, que c'est ce secteur qui vient en deuxième. L'immobilier, c'est toujours le premier. En général, après, c'est industrie ou financier, secteur financier. C'est toujours les deux, ce qui vient après. Et cette année, on a mis industrie, mis les secteurs financiers parmi les thèmes du tout. Ils ne sont pas vraiment traités. Parce qu'on est beaucoup plus allé sur l'IR, on est beaucoup plus allé sur la procédure, sur la personne du contribuable, plutôt que sur les sociétés. Donc sur ce sujet des nouvelles technologies, on a une création d'une nouvelle catégorie de revenus soumis à l'IR. C'est autre. C'est-à-dire que l'IR, c'est quoi? C'est un impôt qui va viser des catégories de revenus. Donc les traitements, ce qu'on appelle les traitements et salaires, ce qu'on va appeler, il y a l'IR professionnel, il y a les revenus, les profits fonciers, il y a les profits agricoles, une liste. Et puis le problème, c'est que parfois ça rentre nulle part. Ça rentre nulle part dans cette liste, mais il faut quand même imposer. Donc on a créé une nouvelle catégorie, autres revenus. Alors quand c'est sorti dans le projet de loi de finances, il y a eu une espèce de levée de bouclier, en tout cas dans la presse, on a beaucoup dit, en fait, cette autre, c'est pour les influenceurs. J'ai même intervenu, je suis intervenu à la radio, sur Lux Radio, on m'a invité, en me disant, mais alors, maintenant, est-ce que les influenceurs vont commencer à payer de l'impôt? Ils étaient déjà censés payer de l'impôt, non, ils ne vont pas commencer à payer de l'impôt. Maintenant, je veux dire, c'est un métier comme un autre, hein. Je crée du contenu, je fais des partenariats avec une société qui va me payer parce que je fais de la promotion de son produit. Normalement, je dois avoir une facture, la TVA, l'IR ou l'IS, c'est comme tout le monde, hein. Il n'y a pas de différence entre un influenceur et quelqu'un d'autre. D'ailleurs, l'administration, dans les notes, la note de présentation, la note circulaire, a bien fait attention à ne jamais viser les créateurs de contenu spécifiquement, alors que beaucoup de presse spécialisée, y compris très très sérieuse, ont visé les créateurs de contenu. Écrit, ça vise les créateurs de contenu. C'est fun, mais au fond, il y a voilà, c'est un secteur comme un autre. Par contre, on allait viser spécifiquement les revenus de jeux de hasard en ligne de sources étrangères. Normalement, un résident marocain, national marocain, n'a pas le droit d'avoir ce type de revenus. Il y a un compte d'échange. Je ne suis pas censé parier en ligne avec ma dotation touristique. Je ne suis pas censé faire ça. J'ai peut-être 10 000 dirhams avec la dotation commerce électronique, la 15 000 dirhams, mais c'est tout. C'est pas censé me rapporter beaucoup d'argent, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de revenus de sources étrangères. Et on a bien vu qu'à un moment, il y a eu tout un sujet sur un XBet, qui est une société de paris en ligne qui a fait de la pub au Maroc.
et qui n'est pas censé proposer ce type de service, puisque c'est un monopole d'État. Tous les jeux de hasard, il y a 3 sociétés qui font des jeux de hasard au Maroc. C'est la Loterie Nationale, c'est la Marocaine des Jeux et des Sports, et c'est la SOREC. Le cheval, tout ce qui est pas SOREC. Donc, voilà. Donc, on a dit, à la limite, on a du mal à lutter contre eux parce que c'est des géants et parce qu'ils sont pas là et qu'on ne sait pas à qui on parle. On va taxer au moins les revenus. Il faut savoir que sinon, les jeux de hasard de source marocaine, les revenus des jeux de hasard ne sont pas imposés. Ensuite, il y a la TVA sur les prestations de services dématérialisés à distance. C'est la taxe Netflix. C'est un peu, on n'y est pas encore, mais c'est l'idée de mettre en place la TVA sur ce type de service-là. Quand même, on a quand même des sociétés qui ont aucune présence au Maroc, aucune activité au Maroc, et qui vont attaquer un marché au Maroc qui est très important. C'est vrai qu'on est encore dans un marché où l'IPTV illégal est très important, mais quand même, à Netflix, il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup d'abonnés légaux à Netflix. Pourtant, Netflix ne fait pas un dirham d'impôt au Maroc. Donc, l'idée, c'est de dire, on devrait peut-être mettre en place un impôt, et l'idée, c'est de la TVA. On se réfère à des principes qui existent aussi à l'étranger. Bon, ça a été mis en place l'année dernière. Cette année, on a un peu changé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'application est soumise à des textes d'application, à l'émission de texte publication de texte d'application. Donc, c'est pas encore vraiment en vigueur. Donc là, on sent que le législateur tâtonne. Chaque année, il ajuste un petit peu en fonction de ce qui se passe à l'étranger pour que le jour où on mettra ça en place, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait à l'étranger, que ces prestataires-là puissent commencer à payer leurs impôts au Maroc comme ils le feraient ailleurs s'ils le font. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques et les assurances vendent leurs produits comme ça. C'est pas juste j'ai trouvé une astuce, je vais le faire. C'est moi j'ai travaillé pour une société dans un dossier pour une société d'assurance sur un nouveau produit. Et on leur a dit, non, si tu fais typiquement 2 rachats dans la même année, tu ne peux pas ignorer qu'il y a eu un premier rachat. Donc si tu fais 30 000 dirhams en janvier et un rachat de 20 000 dirhams en mars, comme les 20 000 dirhams, tu dois ça y est, tu passes à la tranche supérieure. Ils ont dit, merci, on a compris, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire parce que sinon le produit ne va pas marcher. Donc il y a eu, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une retenue à la source de 15%, on ne regarde même plus le barème progressif, on retient anyway 15% et après au salarié derrière de faire sa déclaration pour s'il y a un revenu, s'il y a un impôt complémentaire. Alors les retraites aujourd'hui qui ont été, la loi de finances a regardé les retraites, d'abord des retraites des régimes de base, donc c'est pas la CIMR, c'est la CNSS, CNOPS, etc. Donc c'est vraiment les régimes de base qui n'étaient pas exonérés, qui avaient un abattement assez important, 70% jusqu'à 168 000 dirhams, 40% surplus. À partir de 2026, ça sera totalement exonéré. C'est-à-dire que les retraités qui perçoivent des revenus des régimes de base sont totalement exonérés, même si on reçoit d'autres revenus, d'accord, ils ne viennent pas augmenter le taux. Quand on regarde le taux applicable, vous savez que c'est le barème progressif. Quand on a des revenus exonérés, souvent, ils viennent s'ajouter pour savoir quel taux va s'appliquer. Ensuite, on retire le revenu exonéré. Là, la note circulaire, elle vient dire non, on le met même pas. C'est-à-dire que c'est totalement exonéré. Et il y a aussi le régime des retraites privées, mais dont les cotisations n'ont pas été déduites. Donc, ce n'est pas le cas dont on avait parlé juste avant. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, justement, je déduis la cotisation. Tout l'intérêt de défiscaliser, c'est parce que je baissais, c'est-à-dire que je disais mon salaire c'est 10 000, mais je mets 2 000 dans un contrat, donc mon salaire imposable c'est 8 000. Ensuite,
j'ai déduit les 2 000. J'ai aussi cette option de ne pas déduire, c'est-à-dire que je reste imposable sur les 10 000 et je mets ces 2 000 dans un contrat. Bon, ce qui est l'avantage fiscal, c'est qu'en fait le contrat, il est censé faire des petits. Hein, c'est un contrat d'épargne, c'est de l'argent bloqué, c'est censé créer du revenu derrière, des intérêts, des plus-values, etc. Et c'est ce revenu-là qui va être imposé. Bon, sous certaines conditions, notamment si c'est un contrat de plus de 8 ans, c'est des conditions de versement, etc., je peux avoir des avantages fiscaux, y compris sur cette partie-là de plus-value ou d'intérêt que je vais percevoir au titre du contrat. Dans la loi de finances 2025, bon, tout ce qu'on a ajouté, c'est une exigence justement d'un contrat de 8 ans, parce qu'on l'exige aussi par ailleurs sur d'autres contrats ou sur une harmonisation. Donc dans le secteur des retraites privées, ce qu'il faut savoir, c'est un contrat de retraite privée, vous ne le signez pas s'il est de moins de 8 ans. Il faut que le contrat soit de 8 ans. Après, si vous rachetez avant, il y a des conséquences fiscales, mais le contrat doit être de plus de 8 ans de base. Et ensuite, s'il ne l'est pas, il ne faut juste pas le prendre. Mais, de toute façon, toutes les banques et assurances ont modifié. Pas de condition au niveau d'âge? Si, alors attention, sur l'âge, c'est des choses qui ont été modifiées l'année dernière. Donc on a baissé l'âge aussi pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Les anciennes conditions sont toujours là, on a juste ajouté 8 ans. Bon, l'exonération de l'indemnité de stage, moi je suis toujours surpris par ça. Franchement, un stagiaire, ça ne devrait pas payer de l'IR. Déjà, il galère. Déjà, il galère à trouver un stage, à financer ses études. Il va trouver un stage de 3 mois qui va payer 5 000 dirhams. Théoriquement, ces 5 000 dirhams, ou 6 000 dirhams, je vais devoir lui revenir à la source de l'IR, comme si en fait il a comme un salarié qui aurait perçu les 5 000 dirhams toute l'année, et je vais l'annualiser. Je trouve ça absurde. Et il y a une exonération d'indemnité de stage, mais elle ne couvre pas toutes les indemnités de stage. Elle couvre uniquement des stagiaires inscrits à l'ANAPEC. Et il faut recruter au moins 60% de ces stagiaires à la fin. Ah, mais s'ils sont mauvais, moi, je ne vais pas les recruter, je vais pas les recruter. Donc, de facto, c'est pas un vrai. En fait, le pire dans pour moi, le vrai problème de ce type de. Quand on veut mettre plein de conditions pour éviter la fraude, au final, il n'y a que les fraudeurs qui utilisent ce régime-là, parce que qui c'est qui utilise ce régime-là? C'est des vrais stagiaires faux salariés. En fait, c'est des salariés. On va leur dire, tu sais quoi, win-win, tu t'inscris à l'ANAPEC, et comme ça tu économises l'impôt. Le gars, il est stagiaire, il n'a pas la sécurité de l'emploi. On lui impose des choses pour que l'employeur gagne de l'argent. Évidemment, le faux stagiaire, il va accepter parce qu'il galère. Il faut bien qu'il gagne de l'argent. Donc au final, il n'y a que, moi je connais, il n'y a que ça finalement, c'est contrat ANAPEC. Un contrat ANAPEC. C'est pas un travail. Contrat ANAPEC, c'est censé être un stage. Quand il y a une organisation internationale qui va s'installer dans un pays, c'est pas que la FIFA, c'est pas juste parce qu'on aime le foot. Une organisation internationale, par son caractère international, elle n'est pas censée payer de l'impôt dans un pays. Donc, c'est juste que la FIFA, c'est pas l'ONU. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de convention internationale qui va venir régir ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ONU, c'est une représentation de l'ONU au Maroc, de l'OMS, de l'OMC, l'UNESCO, etc. Ils ne vont pas payer d'impôts, mais c'est parce que le Maroc a signé une convention internationale, c'est l'application directe de la convention internationale qui va venir les exonérer. La FIFA, c'est un peu différent, mais on va aligner le traitement
de la FIFA à l'ONU, l'UNESCO, etc., parce que c'est une organisation internationale. S'il ne l'avait pas fait, il paierait l'impôt comme tout le monde. Donc là, vous avez vu, ça fait quand même une belle liste d'exonérations. Ça fait rêver. Il paye rien. Alors moi, il y a un truc que je regrette, mais c'est que l'exonération d'hier, voilà. L'exonération d'hier de revenus salariaux, c'est uniquement pour les non-marocains. C'est pas national, c'est pas rationnel. Normalement, il doit être exonéré pour les Marocains aussi. Ouais. Bon, je pense que l'idée, c'est de dire c'est le côté organisation internationale. En fait, il y a. Mais je comprends. Moi, je sais pas. Il y a peut-être des choses que je comprends pas derrière, mais je vois pas pourquoi. En plus, c'est même pas. N'ayant pas la nationalité marocaine. On n'a pas dit pour les étrangers. On n'a pas dit qu'il y a une exonération pour les étrangers. Donc c'est-à-dire un binational qui n'a jamais vécu au Maroc, donc qui est, comme vous savez, la nationalité marocaine s'acquiert à la naissance et ne se perd jamais. Donc troisième génération, quatrième génération, qui ne parle pas un mot d'arabe, juste parce qu'il s'appelle Nassim Mohamed, il va payer l'impôt. Quand même, moi je pense qu'il y a quand même une problématique d'égalité devant l'impôt ici. Normalement, alors d'ailleurs ça m'a forcé à relire la Constitution. Je me suis dit, le principe d'égalité devant l'impôt, est-ce qu'il existe? Il n'existe pas. D'accord. Il n'y a pas dans la moi j'ai étudié le droit en France, donc c'est les grands principes constitutionnels. J'ai appris les principes constitutionnels, on va dire européens ou internationaux. Donc sur l'impôt, quand on fait de la fiscalité à l'université, on commence par les grands principes. Et l'égalité devant l'impôt, c'est l'un des premiers principes. Ce principe-là n'existe pas dans la constitution marocaine. C'est très étonnant. Pourtant, c'est une belle constitution, honnêtement, sur le plan juridique. Une très belle constitution, très bien rédigée. Mais ce principe-là n'existe pas en tant que tel. Donc, théoriquement, je ne pourrais pas attaquer devant la Cour constitutionnelle ce point-là. Seulement, c'est ça que je voulais explorer comme possibilité. Voilà. Jeu de hasard marocain. On vient taxer les sociétés, donc les trois sociétés dont on a évoqué, avec une contribution sociale de solidarité. Donc en gros, c'est une façon de dire que l'IS, il est 2% de plus, okay, pour ces sociétés-là. Donc si elles font 100 millions de dirhams, leur impôt, en fait, c'est 37%. Et 35%, plus 2%. Plus encore la contribution sociale de solidarité de droit commun. Donc il peut faire monter, en fait, ça je pense 42% plus. Voilà, merci. Merci à vous. Pour votre présence et merci infiniment à M. Nassim pour cette excellente présentation. Sincèrement, on a été ébloui avec tout ce qu'il a présenté, avec tous les détails qu'il a donnés. J'espère qu'on peut se retrouver pour une prochaine intervention. Merci à tous.